Quelle semaine incroyable on vient à nouveau de vivre. On a l'emploi qui prend de nouveau un coup dans l'aile, les entreprises non manufacturières qui se sentent moins confiantes, le déficit commercial américain qui s'améliore mais pour des mauvaises raisons, la Fed qui va probablement baisser ses taux d'intérêt en septembre. Tout ça, ça fait un bon cocktail et les marchés, ils explosent. Maintenant, la question c'est est-ce qu'ils explosent pour les bonnes raisons ou pas? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Weekly Hebdo dans lequel on va décortiquer un petit peu la macro US, la géopolitique américaine et également les marchés financiers américain. On va revenir sur la semaine qui s'est écoulée et déterminer les éléments importants qui se sont passés. Je tiens à rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil financier mais uniquement une vidéo éducative, alors faites toujours vos propres recherches. Par contre, si vous kiffez la finance, alors vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Sur ce, allez, on est parti. Commençons par déterminer ensemble les points clés de cette semaine. Les actifs risqués US, ils se sont fortement repris. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons ou pas? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Monsieur Trump, notre roi Trump, notre dieu Trump. Eh ben, il nous fait tout simplement du Trump avec de nouveaux tarifs généralisés. Cette semaine, il s'en est pris à l'Inde et il lui a mis 50% de tarifs douaniers. Du côté de la Fed, on anticipe des baisses de taux avec entre 1 à 3 baisses de taux d'ici 2026. La crypto cette semaine, elle était magnifique. On a XRP et Ethereum qui ont pump. On va voir ça ensemble. Pour rapidement parler des marchés actions avec le Nasdaq, on a eu un Nasdaq qui s'est fortement repris et qui a même atteint un sommet historique cette semaine. D'un point de vue graphique, la fin de semaine passée était mauvaise. On a eu une forte correction, ce qui traduisait une peur chez les investisseurs. Et cette semaine qu'on vient de vivre, elle était complètement inverse. On a complètement retracé la peur de fin de semaine passée pour atteindre carrément des niveaux historiques. À travers toutes les news macroéconomiques et géopolitiques qu'on a eu cette semaine, les investisseurs se sont sentis plus confiants et ont poussé les prix à la hausse. Macro US, une semaine contrastée. Cette semaine, on a eu plusieurs données macroéconomiques. On a eu l'ISM, le déficit commercial, le chômage et le coût unitaire de travail. Pour l'ISM des services, il est sorti plus bas que prévu à 50,1. L'ISM des services, concrètement, on peut traduire ça par la confiance des managers du côté des services. Donc on prend les entreprises qui sont non manufacturières, on check si les managers ils sont plutôt confiants ou pas et on en fait un indice. Cet indice, il dit quoi? Au-dessus de 50, c'est une expansion et en dessous de 50, on est en récession. Ce qu'il faut également observer, c'est la surprise. Est-ce qu'on bat les attentes ou pas? Et cette semaine, on a fait moins bien que les attentes et ça, c'est plutôt un signal négatif. En plus de ça, on se rapproche de la moyenne qui est à 50. On est tout proche, 50,1. Pour le déficit commercial, il est en forte baisse, à environ 60,2 milliards. Donc on sait, la motivation principale de Trump, c'est de baisser ce déficit commercial. Et là, actuellement, il réussit. Mais est-ce qu'il réussit pour les bonnes raisons? Si on analyse correctement le déficit commercial, donc c'est-à-dire les importations et les exportations, on s'aperçoit que les exportations diminuent alors que Trump il voudrait qu'elles augmentent. Mais ce qui permet de faire baisser le déficit commercial, c'est que les importations diminuent encore plus fortement. Donc le déficit commercial il s'améliore, mais il s'améliore pas pour les bonnes raisons. Ce qui serait magnifique pour les Américains, ce serait d'augmenter les exportations et de réduire les importations. Mais là, c'est pas ce qui se passe. Pour le chômage, on a des demandes qui sont en hausse et le problème c'est qu'on s'attendait à une hausse moins forte. Donc là, premièrement, elles sont en hausse et elles sont en hausse plus forte que prévu. Traduction, l'emploi américain, il prend à nouveau un coup dans l'aile. La seule bonne nouvelle, c'est le coût unitaire du travail qui décélère. Comme vous le savez, l'inflation, elle est fortement liée au coût. Donc si les coûts ils diminuent, ça permet de faire diminuer l'inflation. Mais les données de l'inflation sont multiples et c'est pas avec une donnée qu'on peut savoir si l'inflation elle augmente ou pas. Économie US, stagnation modérée. Alors là, j'ai repris quelques données qu'on a eues la semaine passée. Rappelez-vous, l'activité manufacturière, elle était en contraction, avec un indice qui est sorti plus bas que prévu et en dessous de 50. Il était à 49,8. On avait également eu la création d'emplois qui est sortie plus bas que prévu à seulement 73 000 emplois créés. Et rappelez-vous, les deux précédentes données de création d'emplois avaient été revues à la baisse. Donc si ça vous parle pas, dites-vous juste qu'il y a 258 000 emplois qui n'ont pas été créés aux États-Unis, alors qu'on a pensé que pendant 2 mois, ils avaient été créés. Donc là, on a quand même plusieurs données qui sont négatives. Un emploi qui fléchit et une activité, qu'elle soit manufacturière ou de service, qui se contracte. Et si on regarde une donnée macro qui est sortie cette semaine sur les prix d'achat des services, on voit qu'il y a une pression haussière. Dites-vous juste que cette donnée qui est sortie à 69,9 contre 50 pour la moyenne, elle prouve que les prix d'achat, ils augmentent. Donc c'est une donnée qui pousse l'inflation à la hausse. Du côté de la fameuse inflation, on a les données sur le CPI qui vont sortir la semaine prochaine. Et on s'attend à ce que ces données, elles sortent à 3%, à nouveau en hausse. Et ça, c'est pas
bon. Du côté des ménages, on les sent plus réticents à emprunter. On peut imaginer une crainte des ménages par rapport au futur économique américain, mais aussi des taux d'intérêt qui sont actuellement très élevés, ce qui les freine à consommer et à emprunter. Avec tout ce que je viens de vous énumérer, on se rend compte que l'économie américaine, elle ne va pas forcément très bien. Tout ça, c'est poussé par un président qui est complètement incertain et qui continue sa guerre commerciale. En plus de ça, on a une Fed qui commence à se diviser et un Jérôme Powell qui va partir d'ici mai 2026. Maintenant, la question qu'on peut réellement se poser, c'est pourquoi les indices ils montent alors que le futur économique américain il n'est pas certain. Et ben on va voir ça par la suite. La Fed vers des baisses de taux. On a eu quelques signaux positifs de responsables de la Fed concernant une baisse de taux d'intérêt. Marie Daly qui dit que le moment il approche, Michel Bowman qui parle de 3 baisses de taux d'intérêt d'ici fin 2025 et Alberto Musalem qui lui est un peu plus réticent et qui parle de risques sur l'emploi et sur l'inflation. Alors si on se base sur les probabilités de baisse de taux d'intérêt, on peut voir que le consensus il est inquiet par rapport à l'emploi américain et aussi du coup par l'activité économique américaine. Parce qu'on a d'un côté une inflation qui persiste, donc de ce point de vue-là, on voudrait pas baisser les taux d'intérêt, mais de l'autre côté, on a un emploi qui fléchit et une activité américaine qui ralentit. Et ça, c'est plutôt pour une baisse de taux d'intérêt. Donc moi, personnellement, j'aimerais pas être Jérôme Powell parce que là, c'est un bourbier pas possible. En tout cas, si on regarde les probabilités, on a 99% de chances de voir une baisse de 25 points de base d'ici fin 2025. Je peux pas faire une vidéo et passer à côté des tarifs douaniers. Les droits de douane américains sont à 18,3%. C'est un record depuis 1934. La réduction du déficit commercial avec la Chine, elle est de 70%. Et ça en 5 mois seulement. Comme je vous l'ai dit, cette semaine, Trump il s'en est pris à l'Inde et il lui a mis 50% de tarifs sur toutes les exportations. Le jeudi 7 août, on a de nouveaux tarifs qui sont entrés en vigueur. Ces tarifs sont d'environ 10 à 50% et pour 69 pays différents. Et l'effet de ces mesures, il est déjà visible sur les données de fin juin. Le déficit commercial américain, comme on l'a vu, il a diminué, mais pour les mauvaises raisons, rappelez-vous. Et le déficit commercial avec la Chine, comme je vous l'ai dit, il a diminué de 70%. Tout ça pour atteindre son plus bas niveau depuis 2004. Les tarifs de Trump n'étaient pas des belles paroles lancées en l'air comme ça. Non, ils sont bien entrés en vigueur et ils ont des conséquences. Ils ont des conséquences et ils vont continuer d'en avoir. Maintenant, la finalité de cette guerre commerciale, personne ne la connaît. On verra bien dans les mois à venir si les marchés ils kiffent ou pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les marchés actuellement, ils tiennent. Et ils tiennent sur les belles paroles de trade deal de Trump et aussi sur des investissements massifs d'entreprises telles que Apple aux États-Unis. Parce que oui, ça devrait créer des milliers d'emplois aux États-Unis. Alors pour le moment, on voit le verre à moitié plein, mais jusqu'à quand? Ça, c'est la bonne question. Les actions US, là, ça devient intéressant. Le SP500, c'est plus 2,4% sur la semaine. Le Nasdaq, lui, c'est plus 3,9% pour atteindre des sommets historiques. Le VIX, lui, retombe vers les 15 et Apple augmente de plus 13% suite à des investissements massifs promis aux États-Unis. Prenons le SP500. La fin de semaine passée, elle était catastrophique sur le SP500 avec 2 séances journalières qui étaient en forte baisse. La première juste ici, gap baissier, et la deuxième juste là. Et cette semaine, si on regarde ici sur le graphe 4 heures, elle était complètement haussière. On a rattrapé toute la fin de la baisse de la semaine passée et on a clôturé proche des sommets historiques. Maintenant, attention, le RSI, on peut voir qu'il est sous sa moyenne mobile. Donc on pourrait venir toucher la moyenne mobile et à nouveau corriger. Et pensez bien qu'ici on a une résistance assez forte maintenant. Donc la continuation de la hausse, elle va sûrement pas se faire en un premier temps. On pourrait peut-être venir ici former un premier et un deuxième bottom avant de reprendre. Mais comme le marché actuel il est complètement irrationnel, on peut aussi franchir les anciens plus hauts comme dans du beurre. Du côté du Nasdaq, c'est exactement le même schéma que sur le SP500. On a eu la forte baisse de la fin de la semaine passée et une forte reprise juste ici. Pareil, le RSI il est sous sa moyenne mobile. Et ici sur le 4 heures, le RSI il est sur la moyenne mobile. Reste à voir maintenant s'il l'a franchi à la hausse ou pas. Bon, vous le voyez ici, les marchés ils sont surachetés. Ça fait depuis le mois de juillet qu'on est autour des 70, c'est impressionnant. Ce qui est aussi intéressant d'analyser, c'est les petites capitalisations américaines. Et là, observez bien, on n'est pas du tout logé à la même enseigne. Depuis décembre 2024, on a vécu un énorme crack. Bon, c'est sans surprise qu'on peut voir aussi une belle reprise comme sur le SP500 ou sur le Nasdaq. Mais on peut voir que la reprise, elle est nettement plus faible que sur le Nasdaq ou le SP500. D'ailleurs, si vous regardez les petites capitalisations, elles sous-performent le Nasdaq. Et si on regarde juste ici, elle sous-performe depuis un bon moment maintenant. Ici, on a une cassure et un pullback sur la moyenne mobile 200 jours, ce qui est positif. Donc actuellement, sur une tendance long terme, on est sur une tendance long terme positive. Mais si on fait une comparaison entre petite capitalisation et Nasdaq, on peut voir que c'est les valeurs technologiques qui l'emportent. Et ça me mène à penser qu'on vit actuellement une bulle sur les valeurs technologiques. Regardez juste ici les moyennes cap américaines.
c'est exactement le même phénomène que sur le Russell 2000. On a les moyennes cap qui sous-performent le Nasdaq fortement même. Il reste qu'actuellement on consolide au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, ce qui est positif. Mais d'un point de vue momentum, on est clairement en dessous. Regardez le Dow Jones, c'est pareil. Si on regarde la semaine qui vient de s'écouler, on a une reprise sur le Dow Jones, mais elle était également en dessous de celle du Nasdaq. Le Nasdaq, rappelez-vous, on a carrément effectué un nouveau record historique, alors que lui, le Dow Jones, il peine à retrouver ses sommets. Ici, je vous ai affiché Apple pour voir la performance de la semaine incroyable. Regardez cette magnifique bougie, plus 13% sur une semaine. On a eu une belle contraction de la volatilité qui a duré plusieurs semaines, juste ici, avec une résistance qui vient d'être franchie. La moyenne mobile 200 jours, elle est franchie, c'est magnifique. Mais dites-vous bien que ce qui a provoqué ce mouvement, c'est un simple ajout de 100 milliards d'investissements aux États-Unis. Apple avait déjà promis plus ou moins 500 milliards d'investissements aux US et ils ont rajouté 100 milliards. Mais est-ce qu'une promesse d'investissement, ça justifie un tel rebond? Si vous voulez mon avis, clairement pas. Mais bon, ça reste que mon avis et je peux toujours me tromper, de toute façon, ça c'est pas un conseil financier. Enfin bon voilà, les indices de type SP500 ou Nasdaq 100, ils sont complètement biaisés à l'heure actuelle. Dites-vous juste que la part d'NVIDIA dans le SP500, elle se monte à 8%. Donc si Nvidia tombe, tout le SP500 tombe. Ça, c'est même plus une question. Dollar stable, or en hausse, pétrole en baisse. Le Dixie, lui, cette semaine était quasiment stable avec une baisse de seulement 0,4%. Mais ça, c'est logique étant donné qu'on va baisser les taux d'intérêt dans un futur proche. L'or, lui, il est en hausse de 1% sur cette semaine. Quant au pétrole, lui, il baisse à nouveau de 2,7% sur la semaine. Il affiche actuellement un prix de 63,84 $ le baril. Valeur refuge qui augmente, le pétrole qui est signe de santé économique qui descend, c'est pas bon signe non plus. Parlons maintenant du sujet explosif de la semaine, les crypto-monnaies. Premièrement, on a les deux ETF de crypto-monnaies de BlackRock qui enregistrent des flux entrants massifs. Donc forcément, ça pousse les cryptos à la hausse. On est cette semaine sur une hausse de 6% de capitalisation totale des crypto-monnaies. On flirte à nouveau avec les 4000 milliards de dollars de capitalisation. Le XRP a pris plus 11% en un jour. Ça a fait suite à la fin du litige entre la SEC et XRP. Et on a un Fear and Greed Index qui est autour des 70 sur 100. On entre dans la fameuse zone d'avidité. Pour le Bitcoin, souvenez-vous, j'avais parlé en fin de semaine passée de ce repli sur moyenne mobile 50 jours. On peut voir que ce repli a très bien fonctionné et que depuis, il s'est repris. Maintenant, est-ce qu'on va aller chercher les 125 000 $ ou pas? Ça, c'est la question. Gardez bien en tête que ce week-end, on a un gap CME qui s'est formé avec une clôture CME à environ 116 500 $. Donc, on pourrait venir lundi chercher les 116 500 avant de repartir à la hausse. Ici, on a un RSI qui vient jouer avec sa moyenne mobile. S'il le franchit à la hausse, il ne se fait pas rejeter. On pourrait voir un gros mouvement haussier sur Bitcoin. Le monstre de cette semaine, c'est Ethereum. Regardez bien cette bougie hebdomadaire impressionnante. Depuis la vidéo de la semaine passée où je vous parlais de ce repli sur moyenne mobile 20 jours qui était intéressant, on est passé de 3400 $ à 4200 $ pour même atteindre les 4300. Ethereum, il est tout simplement impressionnant. Regardez, depuis début juillet, il surperforme le Bitcoin. C'est assez fou. En une seule bougie hebdomadaire, on est venu dépasser l'ancienne résistance de décembre 2024. Maintenant, c'est absolument pas un bon point d'entrée. On est suracheté du point de vue daily RSI. Et si vous regardez le graphe 4 heures, on est également suracheté. Pour trouver à nouveau un bon point d'entrée, il faudrait attendre une correction sur moyenne mobile 10 ou 20 jours. Et ça, c'est le minimum. Après, encore une fois, ça dépend de votre horizon d'investissement. À nouveau, je ne suis pas un conseiller, faites toujours vos propres recherches. La semaine prochaine, attendez-vous à nouveau à une semaine sport. Du côté des données macro, on va avoir le CPI, le PPI et les retail sales. Le CPI, ce sera mercredi, le PPI, ce sera jeudi et les retail sales, ce sera le vendredi. Ah oui, et j'oubliais les fameuses inscriptions au chômage hebdomadaire qui tombent également le jeudi. L'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire le CPI, il sera très observé mercredi parce que c'est une donnée phare de l'inflation. Comme je vous l'ai dit, on attend qu'il sorte en hausse à 3%. Maintenant, reste à voir le verdict. On aura à nouveau des membres de la Fed qui vont tenir des discours. Et pareil, ils seront observés comme chaque semaine pour comprendre si on va avoir des baisses de taux ou pas. Les risques à surveiller pour les semaines à venir. À surveiller toujours l'inflation, parce qu'avec l'entrée en vigueur des tarifs douaniers, on pourrait s'attendre à ce qu'elle augmente. Et une augmentation de l'inflation, ça pourrait retarder la Fed pour la baisse de taux d'intérêt. Deuxième risque à surveiller, c'est le marché du travail. On l'a vu fragile les semaines passées. Maintenant, on va voir
voir s'il rebondit ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il continue à se détériorer, la Fed, elle va être contrainte de baisser ses taux. Le combo le plus négatif qui pourrait se produire, c'est que l'inflation, elle augmente et que l'emploi, il se détériore. Dans un tel cas, on pourrait penser à un scénario économique de type stagflation, c'est-à-dire inflation élevée et activité économique qui ralentit. Bon, je vous fais pas de dessin, mais c'est le pire scénario qu'on pourrait imaginer. Pour conclure, avec un équilibre précaire et une confiance qui est essentielle. Est-ce que le scénario Goldilocks, il est toujours possible? Pour vous rappeler, le scénario Goldilocks, c'est le combo entre inflation faible et croissance économique modérée. Mais est-ce qu'on va y arriver? Pour le moment, c'est pas le cas. Premier point, l'emploi, il s'effondre. Deuxième point, l'inflation, elle continue d'être modérée. Attention cette semaine aux résultats. Troisième point, la Fed, elle se tient prête à réagir. Mais réagir en baissant les taux avec un risque d'inflation qui repart. Les marchés, eux, ils sont complètement euphoriques. Donc la confiance, elle doit tenir parce que si elle s'effondre, ça va être catastrophique. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Weekly Hebdo et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao!